Existe-t-il d'autres dimensions? La question vaut la peine d'être posée. Après tout, puisque nos 5 sens sont limités, pourquoi le monde serait-il composé uniquement de ce qu'on peut percevoir? Et si une autre dimension était le refuge des âmes de ceux qui nous ont quittés? Ça expliquerait bien des phénomènes et ça permettrait de croire en nos légendes urbaines. En septembre 2008, à Chatsworth, en Californie, un déraillement de train a causé la mort de 25 personnes. L'incident aurait été causé par la négligence du conducteur, qui a manqué un signalement important parce qu'il échangeait des messages textes. Notre première légende s'inspire de ce fait vécu, mais avec le temps, l'histoire s'est transformée et se déroule ici au Québec. Dans cette version, les technologies de la communication ont non seulement contribué au déraillement du train, mais elles ont continué à perturber la vie des voyageurs et de leurs familles après l'accident. C'est l'histoire d'une femme qui devait aller chercher son mari à la gare. Il revenait d'un voyage d'affaires et il avait choisi le train parce qu'il avait peur de l'avion. Comme sa destination n'était qu'à 6 heures de là, en se sauvant des contrôles de sécurité et des files d'attente de l'aéroport, ça prendrait pratiquement le même temps. Mais la femme savait que son mari était tout de même nerveux. Elle est donc là, sur le quai, à l'attendre. L'heure prévue d'arrivée est dépassée depuis quelques minutes déjà quand son téléphone portable sonne. C'est son mari. Mais quand elle répond, il n'y a que du bruit au bout de la ligne. Sans doute qu'il essayait de l'appeler pour lui dire que le train était en retard, ce qu'elle savait déjà. Elle finit par raccrocher car il ne semble pas l'entendre non plus. Le train se trouve sans doute dans une zone où le réseau cellulaire n'est pas très efficace. Elle décide de s'asseoir et de patienter. C'est à ce moment qu'un message important est diffusé partout dans la gare. Le train en provenance de Toronto a déraillé et malheureusement, il y a des blessés et plusieurs morts. Veuillez vous rapporter au service à la clientèle immédiatement pour de plus amples renseignements sur l'état des passagers. Comme elle se lève pour se rendre dans la gare, son cellulaire sonne encore. C'est son mari. Et l'espèce de son de fréquence est encore très fort. Mais cette fois, elle croit entendre son prénom en sourdine derrière le bruit de fond. Juste avant que la ligne coupe subitement. Mais la femme s'inquiète pas trop. Si son mari l'appelle, il doit pas être si mal en point. Mais en fait, il était vraiment très mal en point. C'est même l'un des premiers passagers à avoir rendu l'âme lors du déraillement. Il était mort sur le coup, à 16h28 précisément. Lors de l'enquête, le cellulaire du mari a bien été retrouvé près de lui, au sol. Personne n'a pu expliquer comment l'homme avait pu expédier 35 appels à tous les membres de sa famille après sa mort. Cette histoire est basée sur l'histoire de M. Charles Pex, qui était un homme de 49 ans qui travaillait pour la Delta Airlines. Or, M. Pex voulait se marier en Californie. Donc, le 12 septembre 2008, il prend le train pour se rendre. Et là, c'est le drame. Déraillement de train, 135 blessés, beaucoup de personnes décédées, dont lui-même. Mais là où les choses paranormales embarquent, c'est les proches de la famille de M. Peck se mettent à recevoir des appels venant de son appareil cellulaire. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que 12 heures après, lorsqu'ils vont trouver le corps de M. Peck, ils l'ont trouvé grâce au signal de son cellulaire et jamais le cellulaire ne sera retrouvé. C'est sûr que ça nous interpelle parce que, quelque part, quand on subit un deuil, quand il y a des gens proches de nous qui décèdent tout d'un coup, on pense à eux tellement intensément que le téléphone sonne, puis il y a de la friture sur la ligne. On se dit, ça y est,
Il y a quelqu'un, tu sais, c'est sa présence, c'est son esprit qui se manifeste. Mais dans ma tête, en fait, si cet esprit-là se manifestait, il dirait autre chose que... Il dirait, je sais pas, moi, chérie, je suis mort, je pense à toi, je t'aimerais toujours, je sais pas. Mais, tu sais, il me semble que tant qu'à se manifester, l'esprit pourrait le faire de façon un peu plus crédible. Mon côté sceptique va croire plutôt que la personne était encore vivante au moment de lancer ces appels-là, mais que l'heure des appels a été faussée en cours de route, là, à travers les antennes, etc. C'est déjà arrivé. Donc, il a réussi à appeler 35 personnes, n'a pas été capable de mentionner son nom ou peu importe. Probablement à cause des dégâts du train qui ont affecté le téléphone. Mon côté croyant penche plutôt au fait qu'on est capable d'affecter à travers la mort, après la mort, des éléments électroniques, téléphone, télévision. Ça peut aller à l'électricité, les fils électriques, les lumières qui scintillent, etc. Je crois sincèrement que l'esprit humain a plus de capacité que ce qu'on croit, que ce qu'on a découvert à présent. Il y a eu certains cas avérés où est-ce que lorsqu'une personne décède, il se produit comme un dégagement d'énergie du corps. Il y en a qui vont parler d'âme, il y en a qui vont parler d'énergie pure. C'est peut-être tout simplement que cette énergie-là a mis le cellulaire en marche. Mais des hypothèses plus acceptables à mes yeux, c'est que, par exemple, dans un téléphone, dans n'importe quel téléphone cellulaire, il y a une grande quantité de numéros préenregistrés. Donc, bon, pourquoi pas, au moment d'un choc, tous ces numéros-là se mettent à être composés par accident, et puis ça sonne à l'autre bout. C'est très vraisemblable, il me semble. Donc, ça dépend comment le téléphone est placé dans votre sac à main, dans votre poche. Ça me rappelle un peu cette légende-là, tu sais, ce qu'on raconte à l'occasion, qu'à l'heure de la mort d'une personne, une mort brutale, la montre a cessé de fonctionner et on voyait l'heure exacte de la mort sur la montre ou sur l'horloge. Ce sont des coïncidences, à mon sens, des coïncidences qui peuvent être étonnantes, mais qui démontrent pas nécessairement, disons, une activité paranormale ou mystique. Là. Pour moi, c'est tout simplement une coïncidence surprenante. Donc, l'histoire du cellulaire m'a fait rappeler une histoire qui s'est passée dans ma famille avec ma grand-mère qui est décédée. Et à la suite de son décès, la nuit, la télévision s'allumait à plus fort volume et ma tante se levait, fermait la télévision. Et par la suite, lorsqu'ils se sont réunis pour lire ses derniers vœux, et dans le salon, la télévision s'est allumée avec le son au plus fort volume, encore une fois. Les tantes, les oncles étaient tous réunis, puis ils ont dit « OK, grand-mère, on sait que tu es là avec nous, on reconnaît que tu es encore là, puis on te remercie. » La télé s'est éteinte et ne s'est plus jamais ouverte. À ce moment-là, je suis pas sûr si c'est les gens réunis qui déclenchaient la télévision par la pensée, par la force de leur esprit, ou si c'était vraiment l'entité de ma grand-mère qui était encore présente pour affecter la télévision par sa pensée. C'est très lié à la technologie en vogue. Si j'avais un téléphone à cadran, la manifestation de l'au-delà, ce serait le ring du téléphone de notre enfance. Aujourd'hui, on pourra peut-être voir des manifestations par Twitter ou par Facebook. Pourquoi pas? Et donc, on peut s'attendre à ce genre de lien-là avec la technologie, là où on en est rendu. Jadis, ça aurait été par, je sais pas moi, par courrier ou par le journal imprimé. Aujourd'hui, ça va être plus des manifestations liées à la technologie qui est en vogue. Les portes qui s'ouvrent sur des mondes parallèles, on aimerait parfois mieux qu'elles restent fermées. On n'a qu'à penser au triangle des Bermudes qui engloutirait les navires et les avions.
Il y aurait aussi une porte qui donne sur un autre monde, quelque part dans le nord du Québec. C'est du moins ce que prétend une légende proposée sur le site de Canal D par Miguel Lambert de Plessisville. On raconte qu'il y a longtemps, une guerre avait éclaté entre deux tribus amérindiennes. Le sorcier d'une de ces tribus avait alors déclaré que si la guerre ne cessait pas, une terrible tempête détruirait tout sur son passage, et ce, en plein été. Les deux tribus n'arrivant pas à s'entendre, une violente bataille a éclaté. Cette année-là, une tempête s'est abattue sur leur territoire, anéantissant tout sur son passage. On prétend que depuis, sur ce territoire nordique, il neige toujours plus qu'ailleurs. Tellement que le sol n'y est jamais dégagé, même en été. Heureusement, car sous ce tapis de neige se trouverait la porte de l'enfer, où souffriraient les âmes de tous ces malheureux guerriers. Après la pause, quand la mort se pointe en retard au rendez-vous. Quand quelqu'un disparaît sans laisser de traces, il y a souvent une explication. Mais quand ce sont plusieurs centaines de personnes qui manquent à l'appel d'un seul coup, ça commence vraiment à être étrange. Comme ce qui s'est passé en 1930 au lac Anjikuni, dans le nord canadien. Deux trappeurs retournaient à leur cabane lorsqu'une étrange lumière rouge a éclairé le paysage à une trentaine de kilomètres d'eux. La lumière s'est déplacée, a rétréci, puis a grossi à nouveau, avant de disparaître au-dessus du village inuit voisin. Intrigués, les deux trappeurs ont décidé d'aller voir ce qui se passait. Arrivés au village voisin, aucune trace de vie. Les habitants avaient dû quitter les lieux précipitamment. Des restants de repas étaient figés de froid dans des casseroles. Des vêtements et des traîneaux avaient été abandonnés. La GRC enquêtera pendant des années le mystère de la disparition des 1200 habitants de ce village. L'étrange lumière rouge aperçue par les trappeurs peut laisser croire à un phénomène ovni, mais aucune trace d'atterrissage n'a été trouvée sur les lieux du drame. Le mystère persiste donc. Plus légende urbaine que ça, là, c'est presque impossible. En fait, ça a commencé par une nouvelle qui est parue dans le Halifax Herald du 29 novembre 1930, où ce qu'on fait état d'un village esquimau qui a disparu. Et au départ, on parle d'une trentaine de personnes. Et d'ailleurs, dès 1931, la RCMP va faire un démenti officiel en disant justement que la police montée qui patrouillait dans cette section-là n'a jamais trouvé de village abandonné. C'est totalement faux. Les gens qui perdent un être cher expriment souvent le regret de ne pas avoir eu la chance de lui parler une dernière fois. Les proches de Gilberto Araújo, un laveur de voitures brésilien, ont eu cette chance, eux. En effet, alors que parents et famille veillaient le défunt, ce dernier est rentré au bercail durant la cérémonie. Le corps que la famille avait identifié était celui d'un homme qui ressemblait beaucoup à Gilberto. Mais dans notre prochaine légende, il n'y a aucune erreur d'identification. Ça s'est passé dans les années 30, dans un petit village du bas du fleuve. Puis cette histoire-là hante encore les lieux. Surtout lors des veillées funèbres. Une femme dans cinquantaine était morte apparemment de cause naturelle. C'était une femme en santé, mais qui devait probablement avoir des problèmes cardiaques. Du moins, c'est ce que disait le mari pour expliquer la mort subite de sa femme. Les gens du village, eux autres, pensaient autrement. Disons que la possible infidélité de la femme alimentait bien des rumeurs. Mais le décès resterait un mystère parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autopsie, pas d'embaumement non plus. Il y avait juste des regrets puis des doutes. Après l'enterrement, le mari, la fille puis quelques proches se réunissent à la maison pour rendre un dernier hommage à la défunte. Ils prennent un verre en se remémorant quelques souvenirs. Bonne cuisinière. On se souvient d'elle comme d'une mère attentionnée, comme d'une bonne cuisinière. Puis
L'alcool aidant, les souvenirs deviennent moins élogieux. Hein? Elle faisait des colères, puis avait tendance à mentir. Même la rumeur sur ses fréquentations a refait surface. Disons que le mari s'est pas gêné pour laisser savoir que sa femme, elle méritait son sort. Mais là, un bruit étrange interrompt la discussion. Ça provient du balcon. Tout le monde se tait, curieux. Puis là, des grattements se font entendre sur la porte. Probablement le chat qui veut rentrer et qui se dit le veuf en allant voir. Mais c'est plutôt sa femme, avec sa robe déchirée puis tachée de terre, qui se tient devant lui. Les ongles arrachés, comme ça elle avait gratté le sol pour sortir de sa tombe. Ce qu'elle avait fait! Le mari y est mort sur le coup d'une crise cardiaque. Puis la femme, elle, est morte à nouveau quelques heures plus tard. Est-ce qu'elle était revenue à la vie pour faire taire son mari jaloux puis préserver son secret? Ou bien, est-ce qu'elle avait été enterrée vivante? Ça, on le saura jamais. Ce que ça évoque, c'est quand même la question de la mort. Ça a l'air simple comme ça, on vit ou on vit pas, mais ça n'a pas toujours été clair. Longtemps, la mort, c'était quand une personne ne respirait plus puis quand son cœur avait cessé de battre. Aujourd'hui, c'est quand le cerveau est mort. Donc, quand le cerveau démontre qu'il n'y a plus aucune activité cérébrale, mais vous pouvez respirer, vous pouvez avoir un battement cardiaque et votre mort est quand même constatée. Ça a été changé en 1968 quand on a commencé à greffer des organes. On s'est rendu compte que c'était important d'avoir un donneur dont les fonctions vitales continuaient de fonctionner. Sinon, les organes qu'on pouvait transplanter, comme le rein, par exemple, étaient inutilisables. Donc, ici, on a un cas assez intéressant d'une personne que tout le monde croit morte, mais qui ne l'est pas vraiment. Donc, je ne pense pas que ce soit une manifestation encore paranormale. Je crois que c'est tout simplement un malentendu sur l'état de cette personne-là qui soudainement s'est relevée de sa tombe et qui est allée rencontrer ses proches. Il y avait des méthodes dans le temps plus ou moins sérieuses pour vérifier si la personne était morte ou non. On appelle ça des croque-morts, pas pour rien. Les gens qui vérifient si les gens sont morts ou pas, c'est qu'on croquait un orteil du mort très fort sur l'ongle pour voir si la personne allait se réveiller. Ou dans d'autres circonstances, on accrochait une corde à l'orteil de la personne qui est morte en laissant traîner la corde jusqu'à l'extérieur du cercueil attachée à une cloche. Si la cloche bougeait, était tirée d'une quelconque façon, on savait alors que la personne dans le cercueil était vivante. Cette légende-là de la femme qui sort de son tombeau me fait penser au fameux cas à Haïti de Clervius Narcisse. L'histoire de Clervius Narcisse est extraordinaire. Cet homme-là, dans son village en 1962, décède. Il est enterré. On se retrouve en 1980 où Clervius Narcisse réapparaît, se fait reconnaître par sa sœur, par son entourage, par sa famille. Et là, il va conter une histoire qui est absolument fascinante. On lui aurait fait prendre, avant de l'enterrer, la fameuse poudre à zombies. Et un anthropologue montréalais, M. Davis, va analyser cette drogue à Haïti et il va se rendre compte que la base de toute cette poudre-là, c'est la tétrodotoxine. La tétrodotoxine provoque une mort artificielle puisqu'elle empêche les fonctions neuromotrices humaines de fonctionner normalement. Et ensuite, on le déterre, on renterre la tombe et on prend M. Narcisse et on en fait un zombie qui va travailler gratuitement dans des plantations.
Et des années plus tard, il va réussir à s'en sortir et retourner dans son village. Il y a plusieurs auteurs dans les années 20, 30, dans les revues Weird Tales puis des choses comme ça, qui publiaient des histoires qui parlaient d'enterrés vivants. C'était très à la mode dans ce temps-là. Puis ce type d'histoire-là est revenu ensuite dans les revues d'horreur des années 50, comme les EC Comics, où est-ce qu'il y avait souvent des histoires de vengeance d'outre-tombe avec quelqu'un qui se faisait enterrer, puis ensuite il sortait de la terre pour aller se venger de l'amant de sa femme qui l'avait assassiné ou des choses de ce genre-là. Il y a aussi un film qui a été tourné dans les années 90 qui raconte l'histoire d'un homme qui se fait assassiner, du moins les gens croient qu'ils l'ont assassiné par sa femme et l'amant de sa femme, et puis qui se déterre, qui sort de terre, et puis qui s'en va se venger en construisant une sorte de labyrinthe en bois où il enferme la femme et l'homme pour leur faire vivre ce que lui a vécu. Dans les années 1850, aux États-Unis, une fillette est morte d'une maladie grave. On l'a enterrée dans un caveau familial. Et plusieurs années plus tard, son frère est décédé dans la guerre. Et on est arrivé pour l'enterrer dans le même caveau familial. Et on a découvert le squelette de la fillette qui était près de la porte, en dehors de son cercueil. Elle avait semblé gratter la porte pour en sortir, donc c'est désolant. Elle était encore vivante à ce moment-là, lorsqu'elle a tenté de sortir du caveau. Et encore récemment, je pense en Russie que c'est arrivé, il y a une dame qui s'est réveillée comme ça. On la croyait morte, puis tout d'un coup, elle s'est levée de son lit de mort où les gens étaient rassemblés, puis ils priaient en sa mémoire. Puis finalement, une dizaine de minutes plus tard, elle est définitivement morte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, justement, l'activité cérébrale a cessé, puis tout d'un coup, elle est repartie? Bon, c'est possible. Ce sont des choses, des mystères de la médecine qui peuvent arriver. Mais bon, encore là, il faut prendre ça avec un grain de sel. L'histoire qui m'a le plus marqué, c'est un touriste français qui me l'a raconté. Il a séjourné ici il y a quelques années. Il avait lu ça sur Internet, il me semble. Ça parlait d'un journaliste musical qui était allé en France pour visiter le cimetière où était enterré son chanteur rock préféré. Sur place, il demande à des passants de le prendre en photo devant la tombe du chanteur. Une fois rentré, il fait développer le film, puis il remarque quelque chose d'étrange. Il n'est pas seul sur la photo. Puis l'autre personne, c'est pas un touriste égaré. Il fait agrandir la photo, puis il arrive à distinguer la vedette rock décédée. C'est comme une présence vaporeuse en arrière de la pierre tombale. Il fait analyser la photo par un expert, puis lui assure qu'elle n'est pas truquée. Il paraît que la photo circule encore sur Internet. On y voit bel et bien Jim Morrison, le chanteur des Doors, debout, bien fier dans le cimetière. Au retour de la pause, surtout n'ajustez pas votre appareil. On dit que Thomas Edison avait écrit dans ses notes qu'il serait un jour possible de construire une machine pour communiquer avec l'au-delà. Pour lui, c'était tout à fait logique. Si une partie de nous survit après la mort, on doit être capable de l'enregistrer ou d'en capter la trace. On ne sait pas si le téléviseur est la machine dont il parlait, mais quoi qu'il en soit, dans notre prochaine légende, la télé est vraiment possédée. Ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années dans le coin de Québec est assez troublant. Puis les deux ados impliqués s'en sont jamais remis. C'était deux gars pas trop vaillants qui passaient leur grande soirée à boire de la bière, à fumer, par regarder la télé dans le sous-sol d'un bungalow en banlieue. Leur soirée se déroulait comme toutes les autres. Ils allaient continuer leur marathon d'émissions de science-fiction. Ils en avaient enregistré un paquet, puis ils regardaient en boucle pendant des heures. Vraiment deux bouts en train. Ça devait bien faire 5 heures en ligne qu'ils étaient devant l'écran quand un des gars s'est senti trop fatigué pour continuer.
On continuera ça demain, qu'il a promis à son ami. Puis il est parti se coucher chez eux. L'autre, lui, il est encore bon pour un dernier épisode. Ça fait qu'il a remis le magnétoscope en marche. Mais après quelques minutes, l'enregistrement s'interrompt subitement. Il y a maintenant juste de la neige dans l'écran. Le gars se dit qu'il a dû faire une erreur en programmant son vidéo. Il essaye d'avancer et de reculer l'image, mais il n'y a rien qui se passe. Puis là, il remarque quelque chose d'anormal. Il s'approche de l'écran, il y a comme une image qui se dessine, comme un visage qui se cache derrière l'effet de statique. Puis quelques secondes plus tard, il y a des cris qui commencent à se faire entendre. Des cris qui deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que le visage se précise. Le visage, c'est celui de son ami. Mon ami, qui avait pris son auto, même s'il n'était pas en état de conduire, il s'était endormi au volant puis il avait percuté un poteau. Son ami, il ne le reverrait pas de sitôt. En fait, il ne le reverrait plus jamais. Le phénomène, ça fonctionne lorsqu'on branche une caméra d'un ancien modèle sur une télévision d'un ancien modèle aussi. La télévision doit être sur un canal qui ne reçoit pas de signal, donc on voit de la neige. La caméra est branchée sur la télévision. Sur le même canal, on filme et l'image qui est filmée est envoyée sur cette télévision-là pour être refilmée par la suite, pour faire un cycle. Donc, la caméra filme la télé qui renvoie l'image de la caméra qui filme la télé. Et selon les dires, dans ces images-là, dans ces sons-là aussi, on pourrait capter des voix ou des images d'outre-tombe. Il y aurait eu un cas de M. Adolphe Homès qui, lui, entendant parler de cette méthode de faire pour communiquer avec les morts, parce que ce monsieur-là, sa mère allait décéder à sa naissance. Alors, lui, il veut absolument lui parler. Alors, il tente avec des magnétophones. Et un jour, il va entendre une voix, mais c'est une voix d'homme, et il abandonne son projet. Mais des années plus tard, 2 ans environ après, alors que sa radio fonctionne, il va entendre une voix disant « Ouvre la télévision ». Alors, il va mettre une caméra devant la télévision, où on voit de la neige. Et là, une femme va apparaître. Et ce monsieur-là a toujours été persuadé que c'était sa mère. Mais là, vu qu'il l'a jamais connue, vu qu'il n'a jamais eu de photos, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais c'est quand même un cas intéressant. À la limite, ça serait lui qui l'aurait peut-être influencé, qui l'aurait peut-être créé par son cerveau. Si les entités passent par des éléments électroniques pour véhiculer leur message, il semble que c'est parce que ça prend beaucoup plus d'énergie faire véhiculer un son pour que l'oreille humaine l'entende que d'affecter un élément électronique comme un enregistreur, une caméra vidéo, etc. Une entité n'a plus de larynx pour parler, n'a plus la gorge, la langue pour véhiculer les sons, les mots, les transformer. Donc, à ce moment-là, c'est l'esprit sur la matière, donc l'esprit sur la cassette qui est capable de modifier d'une certaine façon qu'on ne s'explique pas encore l'électronique de la cassette ou l'électronique de l'enregistreuse numérique. Des gens qui croient reconnaître des images dans la neige d'un écran de télé, c'est assez extraordinaire, ça, parce que ce qu'on remarque, c'est que les gens voient des images qu'ils aimeraient voir, en quelque sorte. Un croyant catholique va voir le visage de Jésus. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est un fan de Michael Jackson peut voir le visage de Michael Jackson. Pourquoi pas voir la tête ébouriffée d'Einstein?
En fait, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui dénotent l'imagination des gens, beaucoup plus qu'une manifestation paranormale. Parce qu'au fond, c'est comme les apparitions. Hein. Des fois, les gens racontent les visages qu'ils ont vus et c'est toujours très, très relié avec l'iconographie en cours à cette époque-là. C'est possible aussi qu'à la télévision, par exemple, ou avec du son, ça donne aux gens une impression d'objectivité. Parce que le Ouija, c'est certain qu'on peut accuser l'autre de dire « Hey, t'as fait bouger le verre qu'on avait mis sur la table pour parler avec les esprits ». Par contre, si on arrive avec une image à la télévision ou quelque chose comme ça, ben, tout le monde dit « L'as-tu vu? »« Ah oui, je l'ai vu moi aussi ». C'est sûr qu'on peut imaginer beaucoup de choses. On pourrait penser que les pensées des gens sont reproduites à l'écran. On pourrait penser que c'est quelqu'un de mort qui vient leur parler. On pourrait penser que c'est quelqu'un d'une autre dimension même qui pourrait aller les contacter pour une raison X ou peut-être un changement dans l'espace-temps, dans je sais pas quoi. Je suis pas physicien. Des possibilités de différents univers parallèles qui pourraient être reflétés dans l'électronique. Mais ça reste, à mon avis, de l'imaginaire et de la belle petite science-fiction intéressante. Dans un hôpital du Massachusetts, en 1907, une expérience scientifique sur la mort a été menée par le docteur McDougall et son équipe. Ils ont raccordé les lits de mourants à une balance très précise. Juste après leur mort, chacun des patients pesait 21 grammes de moins. Et aucune perte corporelle identifiable n'a été relevée. Une substance invisible quittait donc le corps des mourants. Des examens plus poussés auraient sûrement prouvé qu'il s'agissait d'une évaporation physique quelconque. Mais il était trop tard. Ce jour-là, une légende est née. L'âme pèse 21 grammes. Après la pause, perdre le contrôle de son double. Le 19 avril 1897, il est arrivé un événement mystérieux à Amqui. Les journaux de l'époque ont publié la nouvelle d'un écrasement d'une navette spatiale en forme de cigare. Elle s'était d'ailleurs écrasée sur la maison du juge Pelletier. Ça avait fait pas mal de dommages. Ils avaient retrouvé le corps d'un petit homme qu'on pensait être le pilote de l'appareil. Il était tout démantibulé, il manquait des morceaux. Mais l'autopsie a démontré que c'était pas un corps d'un être humain. Alors, ils ont quand même enterré, semble-t-il, les restants de ce petit corps, sauf que jusqu'à ce jour, on ne sait pas où. Alors, il y a encore des gens là-bas qui cherchent pour retrouver cette dépouille-là, parce que ça pourrait prouver l'existence d'une vie extraterrestre. C'était au début des années 1900. L'aviation était vraiment à ses premiers balbutiements à ce moment-là. Une chose qui est certaine, c'est que les militaires ont toujours été plus avancés que les civils sur ce genre de choses-là. Même maintenant, ils font des choses que nous, en tant que civils, on ose à peine s'imaginer puis qu'on verra pas avant peut-être 20, 30, 40 ans. Donc, il n'y a rien qui exclut que cet avion-là était un avion de test militaire qui aurait pu venir des États-Unis ou du Canada. Et puis, ça aurait pu être ça, justement, qu'il y a peut-être eu un cover-up qui a fait disparaître le tout parce que c'est un secret national. On dit que nous avons tous quelque part dans le monde un sosie, une espèce de jumeau cosmique. Même le double d'Hitler aurait été vu au front quelques jours après que sa mort ait été annoncée. Peut-être que c'est ce qui est arrivé à l'enseignante dans notre prochaine légende. Ça s'est passé dans un pensionnat pour filles où on avait accueilli cette année-là une nouvelle institutrice. Elle était en charge de quelques élèves en particulier à qui elle donnait des cours de rattrapage. Elle était bien appréciée de la direction et très populaire auprès de ses élèves, même celles qui étaient normalement les plus dissipées. Mais quelques semaines après son arrivée, des rumeurs ont commencé à circuler parmi les élèves du pensionnat. On racontait que la nouvelle enseignante avait le don d'être à deux endroits à la fois. Pendant une dictée, alors qu'elle se tenait devant ses élèves,
L'une d'entre elles l'a aperçu, au même moment dans le corridor. Mais chaque fois, les apparitions pouvaient s'expliquer par un malentendu, la fatigue ou une hallucination. Jusqu'à ce que plusieurs étudiantes soient témoins des manifestations en même temps. Ça s'est passé pendant le cours de musique. Les élèves pratiquaient leur solfège et l'enseignante donnait quelques précisions en regardant sa partition. C'est à ce moment-là qu'est apparu son double juste derrière elle. L'enseignante, elle, ne voyait pas sa jumelle. Elle comprenait pas ce qui se passait, surtout quand elle s'est sentie faiblir. Une des étudiantes a couru chercher la directrice, mais cette dernière a mis l'enseignante à la porte afin d'éviter des élans de panique suite à toutes ces rumeurs de dédoublement mystérieux. L'enseignante ne remettra plus jamais les pieds au pensionnat. Par contre, son double, lui, reviendra après la pause. Avant la pause, les élèves d'un pensionnat s'aperçoivent que leur nouvelle enseignante a un double qui se promène dans l'école. Les deux femmes identiques se tiennent toujours à des endroits différents. Jusqu'au jour où le double apparaît en pleine classe derrière la professeure. Les élèves se mettent à paniquer. L'enseignante est mise à la porte. Mais le lendemain, elle se présente tout de même en classe. Aucun élève ne voit le double se promener dans l'école. Tout le monde est soulagé jusqu'à ce que la directrice vienne faire sa ronde. Elle donne l'ordre à l'enseignante de quitter la classe sur le champ, puisqu'elle avait été mise à la porte la veille. Après plusieurs minutes seules dans la classe, les élèves commençaient à s'inquiéter. L'une d'entre elles est sortie pour se renseigner sur la suite du cours. C'est là qu'elle a découvert la directrice, morte étranglée. Plus loin, l'enseignante s'éloignait, lentement. Mais il ne s'agissait pas de l'enseignante. Cette dernière était bel et bien restée chez elle. Des voisins pouvaient confirmer son alibi. Elle a fini par comprendre qu'elle était victime d'un phénomène inexpliqué. Elle avait un double identique qui accaparait toute son énergie et qui interagissait à sa place avec les gens de son entourage. C'est pourquoi elle s'est exilée dans un lieu isolé pour limiter les interactions de ce double qu'elle était encore la seule à ne pas voir. Ici, on parle du cas d'Émilie Sager, qui était originaire de Dijon, en France. Et cette femme-là va être engagée comme professeure en Lettonie en 1845-1846. Mais le témoignage est sous caution, puisqu'il n'a été rapporté que par un seul témoin qui aurait été une de ses élèves. Il y a aussi une fin alternative à cette histoire-là qui dit que la femme s'était ensuite trouvée, était pas morte, puis elle s'était trouvée un autre emploi comme gouvernante pour une femme riche. Et puis qu'en fait, elle aurait assassiné cette femme-là, mais lors de l'enquête, ils se sont rendus compte que certains témoins disaient qu'il l'avait vue sortir de la maison, alors que d'autres l'avaient vue 400 mètres plus loin faire autre chose. Donc on peut peut-être penser à ce que le double maléfique aurait pu vouloir assassiner des gens ou commettre différents crimes très haineux et très violents. Le phénomène de bilocation et la faculté qu'auraient certaines personnes d'être physiquement à deux et même plusieurs endroits en même temps pendant un court laps de temps. Et un des cas les plus célèbres est le Padre Pio, où pendant qu'il disait
sa messe. Au même moment, il sauve une dame qui, distraite, va tomber dans un précipice. Il lui met la main sur l'épaule et il lui dit « Fais attention, où est-ce que tu marches? » Elle se retourne, voit le Padre Pio qui, tout à coup, va disparaître. Mais au même moment, le Padre Pio dit sa messe. C'est peut-être ce qui est arrivé aussi à Émilie Saget, c'est-à-dire que elle, selon le témoignage, ça serait éventuellement, peut-être elle, ça serait son double astral qu'elle ne pouvait contrôler, qui apparaissait pas tout à fait matériellement comme le Padre Pio, mais qui éventuellement pouvait agir indépendamment d'elle. Ça peut être vraiment associé à une entité négative qui suit la personne aussi. Pour s'abreuver son énergie, c'est pas nécessairement son âme qui est détachée d'elle, ça peut être une entité négative qui copie la personne et qui s'abreuve de son énergie. Moi, je mets ça en doute parce que je ne crois pas que ce soit possible de se téléporter ou se dédoubler. Puis je vois pas comment ça serait éventuellement envisageable. Donc, pour moi, toutes ces histoires-là pourraient s'expliquer assez simplement par la science. Une des explications logiques, ce serait tout simplement l'existence de jumeaux, de jumelles identiques. Vous savez, des gens qui ont exactement le même code génétique, et ça existe, et qui sont, dans certains cas, parfaitement identiques. Vous auriez une personne exactement semblable à moi qui serait dans l'autre pièce, qui rentrerait, ça ferait son effet. Donc, ça existe, ces choses-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire-là, c'est pas le point de vue des jeunes qui voient ça, mais plus le point de vue de la femme. S'imaginer avoir un double de nous qui nous suit, c'est une idée vraiment terrifiante. Imaginez le type d'émotion que ça engendrerait en moi de savoir qu'il y a un autre moi qui se promène et qui me suit. Est-ce que cette personne-là peut interagir avec les autres à ma place? Pourquoi elle est là? C'est extrêmement terrifiant. En Allemagne, les gens croient fermement au doppelganger, qui veut dire double marche. On aurait une ombre qui pourrait, par certains phénomènes, pourrait être détachée et copier nos gestes de façon aléatoire, des fois de façon simultanée. C'est souvent synonyme d'un présage de mort imminente. Plus près de nous, Abraham Lincoln aurait supposément vu un double de lui-même. Il s'assoyait souvent dans son salon privé. Il y avait un miroir devant lui. Il était assis dans son fauteuil et il voyait son reflet. Et un double reflet qui avait l'air plus fatigué, plus pâle, plus malheureux. Et il a déduit de ça que c'était une apparition de son futur. Donc, en voyant un double visage, il allait comprendre qu'il allait avoir un deuxième mandat comme président des États-Unis, mais qu'il n'allait pas survivre à son deuxième mandat. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Il est mort lors de son deuxième mandat, assassiné, évidemment. Dans la littérature aussi, on a vu d'autres équivalents de jumeaux maléfiques. Dans ce cas-là, c'est des jumeaux. Par exemple, au Québec, il y a le roman Le Passager de Patrick Sénécal qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui prend un autostoppeur et puis qui accuse l'autostoppeur de commettre des meurtres, mais il s'avère qu'en fait, c'est pas l'autostoppeur, le tueur, c'est lui-même. Ça me fait penser aux gens qui prétendent qu'on a tous un sosie quelque part. Moi, je pense qu'il y a des possibilités techniques qu'on ait des gens qui nous ressemblent sur la planète. Ça, c'est indiscutable. Mais qu'on ait une personne, que chacun ait un sosie, ça, je crois que c'est absolument impossible. C'est assez rare, à cause des multiples possibilités d'union des cellules sexuelles mâles et femelles chez l'humain, qu'on retrouve deux personnes exactement pareilles sur la Terre. Selon la pensée ésotérique, en plus de notre corps physique, nous aurions tous un corps astral. Et nous serions tous habilités à séparer ces deux corps pour qu'ils deviennent indépendants. En attendant que ça soit prouvé, ça contribue à la création de très bonnes légendes urbaines.